Alors, Rahim. Et donc, chers étudiantes de la filière SMAS 3, module probability statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 3, variables aléatoires discrètes, on va traiter deux sections. Indépendance des variables aléatoires discrètes et loi de la somme des variables aléatoires discrètes. Alors, je commence par la notion d'indépendance des variables aléatoires discrètes. Alors, définition. Et donc, soit x1 jusqu'au xn est une variable aléatoire discrète, définie sur le même espace probabilisé, oméga p de oméga p, et à valeur respective dans E1 jusqu'à En. Alors, on dit que les variables aléatoires de x1 jusqu'à xn, elles sont indépendantes si seulement si, quel que soit x1 dans E1, jusqu'au quel que soit xn dans En, alors la probabilité de cet événement-là, qui est de la forme, l'intersection des événements de la forme xi égale petit xi, égale le produit des probabilités. En particulier, si on prend n égale à 2, et dans ce cas, je vais avoir deux variables aléatoires x1 et x2, alors on dit que x1 et x2 ils sont indépendantes si et seulement si, et donc voilà, je suis dans le cas n égale à 2, donc quel que soit x1 x2 dans E1, E2, voilà, produit cartésien, la probabilité de cette intersection égale le produit des probabilités des événements. Alors, exemple, donc voilà, je vais essayer de présenter un exemple sous forme d'un résultat qu'on va démontrer. Alors, c'est quoi ce résultat-là? Deux événements A et B, ils sont indépendants si seulement si les deux variables aléatoires associées, x, c'est quoi? C'est xi de A. Donc voilà, l'indicatrice sur l'ensemble A, et la deuxième variable aléatoire y, c'est quoi? C'est xi de B. L'indicatrice sur l'événement B. Alors, ces deux variables aléatoires, ils sont indépendantes. En effet, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va distinguer trois cas en utilisant effectivement les deux formules suivantes qu'on a vues précédemment. On sait que la probabilité que l'indicatrice xi de A égale à 1, c'est simplement quoi? Cet événement-là. Xi de A égale à 1, c'est tout simplement l'événement A. Et dans ce cas, la probabilité que xi de A égale à 1, c'est-à-dire la variable aléatoire x prend la valeur 1, c'est exactement la probabilité de l'événement A. La même chose, la probabilité que xi de A égale à 0, c'est quoi cet événement-là? Xi de A égale à 0, c'est le complémentaire A bar. Et donc la probabilité que la variable aléatoire x prend la valeur 0, c'est exactement la probabilité du complémentaire A bar. Alors d'après la définition précédente, pour démontrer que y, c'est-à-dire xi de B et x, xi de A, ils sont indépendantes, et donc qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que la probabilité de cette intersection égale à quoi? Le produit des probabilités. Et la même chose ici, et la même chose dans la troisième ligne. Alors regardez par exemple ici. Puisque xi de A, on sait que l'indicatrice, il prend que deux valeurs. Ou bien 0 ou bien 1. Et donc exactement, qu'est-ce qu'on a ici? On a trois possibilités. Ou bien xi de A prend la valeur 1 et xi de B prend la valeur 1. Ou bien xi de A prend la valeur 0 et xi de B prend la valeur 0. Ou bien xi de A prend la valeur 0 et xi de B prend la valeur 1. Alors je vais commencer par la première intersection. C'est quoi cet événement-là? Xi de A égale à 1. C'est tout simplement A. Et donc voilà, d'après cette caractérisation qu'on avait précédemment dans ce cours-là, donc voilà, l'événement xi de A égale à 1, c'est simplement quoi? C'est l'événement A. La même chose, l'événement xi de B égale à 1, c'est l'événement B. Et dans ce cas, cette intersection, c'est quoi? C'est exactement A inter B. Alors, puisque A et B sont indépendantes, alors la probabilité de cette intersection, c'est quoi exactement? C'est le produit des probabilités. C'est P de A fois P de B. Alors, c'est quoi P de A? Voilà, je retourne au début. A, j'ai dit, c'est l'événement xi de A égale à 1. Et la même chose, B, c'est quoi? C'est l'événement xi de B égale à 1. Et donc, voilà, on a démontré que la probabilité de cette intersection égale à quoi? Le produit des probabilités. La même chose pour le deuxième cas. Si xi de A égale à 0, cet événement, c'est quoi? C'est A bar, le complémentaire. Et la même chose, xi de B égale à 0, c'est quoi cet événement-là? C'est B bar, le complémentaire. Et on a vu précédemment que si A et B sont indépendants, alors encore A bar et B bar, ils sont indépendants. Et dans ce cas, c'est quoi la probabilité de cette intersection? C'est exactement le produit des probabilités. Et je reviens, ou bien je retourne, c'est quoi A bar? C'est xi de A égale à 0. Voilà, cet événement-là. Et c'est quoi l'événement B bar? C'est xi de B égale à 0. Donc voilà, on a démontré que la probabilité de cette intersection égale à quoi? Le produit de probabilité. Alors effectivement, il nous reste la dernière possibilité
Xi de A égale à 0, inter, xi de B égale à 0. Alors xi de A égale à 0, c'est A bar. Xi de B égale à 1, c'est B. Et encore, on sait que si A et B sont indépendants, alors A bar et B sont encore indépendants. Et la probabilité de A bar inter B égale à quoi? C'est le produit des probabilités. Et maintenant, le retour. Le A bar, c'est quoi? C'est l'événement xi de A égale à 0. Et le B, c'est quoi? C'est l'événement xi de B égale à 1. Normalement, il nous reste ici un quatrième cas. Lorsque xi de A égale à 1 et xi de B égale à 0. Mais puisque A et B jouent un rôle symétrique, et donc on va trouver, ou bien on va procéder de la même manière. Et donc finalement, voilà. À chaque fois, j'ai démontré que la probabilité de cette intersection, c'est le produit des probabilités. Que ce soit le premier cas ou bien le deuxième cas, voilà, c'est le produit, ou bien le troisième cas, c'est le produit. Et donc, je peux dire que les deux variables aléatoires, xi de A et xi de B, sont indépendantes. Alors maintenant, je passe à la notion de somme de variables aléatoires discrètes et indépendantes. Alors, proposition, soit x et y, deux variables aléatoires discrètes définies sur le même espace probabilisé, oméga p de oméga p. Posons z égale x plus y. Alors voilà, notre intérêt c'est quoi? C'est de déterminer la loi de la variable aléatoire discrète z. Puisque vous avez x et y discrètes, donc la somme elle est discrète, alors c'est quoi la loi de z? Et effectivement, pour chercher la loi de z, qu'est-ce qu'on doit calculer? La probabilité de cet événement-là. Grand z prend une petite valeur, petit z. Si on arrive à calculer ces probabilités, donc les pondérations, et donc on peut déduire facilement la loi de probabilité de la variable aléatoire discrète z. Alors voilà qu'est-ce qu'il dit cette proposition. La probabilité que grand z égale petit z, c'est quoi? C'est la somme sur x, la probabilité que x, il prend la valeur petit x, inter l'événement, la variable aléatoire y, il prend la valeur z moins x. Et effectivement, on connaît, c'est quoi la probabilité d'une intersection? C'est exactement quoi? La probabilité de cet événement fois la probabilité conditionnelle. Ben on sait que la probabilité conditionnelle, c'est quoi? C'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition. Et dans ce cas, la probabilité de cette intersection, c'est exactement quoi? C'est la probabilité de cet événement-là, voilà, elle est là, fois la probabilité de cet événement conditionnel à l'événement grand X prend la valeur petit x. Et effectivement, un cas simple, lorsque x et y sont indépendantes. Alors, si vous avez deux variables aléatoires qui sont indépendantes, égale à quoi cette probabilité? La probabilité de cette intersection, c'est quoi exactement? C'est le produit des probabilités. Et donc voilà, le cas général, elle est là. On utilise une probabilité conditionnelle. Mais un cas particulier, lorsque x et y ils sont indépendantes, donc voilà, d'après la définition précédente, la probabilité de cette intersection, c'est quoi exactement? C'est le produit des probabilités. Et on peut le voir ici. Puisque x et y ils sont indépendantes, alors cette probabilité conditionnelle égale à exactement cette probabilité. C'est-à-dire l'événement grand X égale petit x, il n'a pas d'influence sur la réalisation de cet événement-là, grand y égale petit z moins x. Alors, preuve, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ben, il suffit d'appliquer le théorème des probabilités totales, sachant que, donc voilà, ça c'est déjà vu précédemment dans ce cours-là. Cette famille-là, des événements, ils forment une partition de oméga. Et dans ce cas, voilà, l'événement grand z égale à petit z, normalement c'est grand z égale à petit z, inter oméga. Je vais remplacer oméga par la partition, donc voilà, c'est l'union de ces événements-là. Vous avez l'union ici, la variable c'est x, et ça c'est constante. Regardez, lorsque la variable aléatoire grand x, il prend la valeur petit x. Et donc je remplace ici. Petit x plus grand y égale petit z. Et donc grand y, il prend la valeur petit z moins petit x. Voilà, elle est là. Grand y, il prend la valeur petit z moins petit x. Alors vous avez une union ici, disjointe, puisque vous avez une partition de oméga. Et dans ce cas, voilà, la probabilité de cette union disjointe, c'est quoi? C'est la somme des probabilités. Alors vous avez la somme des probabilités. Qu'est-ce que vous avez ici à l'intérieur? On a l'intersection de deux événements. Alors on sait que la probabilité d'une intersection, c'est quoi? C'est la probabilité du premier événement, voilà, elle est là, le A, fois la probabilité conditionnelle. Et un cas particulier, si vous avez Y et X, ils sont indépendantes, et dans ce cas, la probabilité de cette intersection, c'est quoi exactement? C'est le produit des probabilités. Ou bien on peut le voir ici, cette probabilité conditionnelle, je vais supprimer la condition, égale à exactement la probabilité que la variable aléatoire Y, il prend la valeur petit z moins x.
Alors maintenant, je passe à ce théorème fondamental qui caractérise l'indépendance de deux variables aléatoires discrètes. Alors, soit x et y, deux variables aléatoires discrètes à valeur respective dans E et F, et définies sur le même espace probabilisé oméga p de oméga p. Alors, si x et y ils sont indépendantes, alors pour toute fonction f de E dans R et toute fonction g de f dans R, telle que l'espérance de fx existe et l'espérance de g de y existe. Voilà, les deux ils sont finis. Alors l'espérance des produits fx fois g de y encore existe. Donc elle est finie. Et exactement, c'est quoi sa valeur? L'espérance de fx fois g de y, c'est quoi exactement? C'est l'espérance de fx fois l'espérance de g de y. Donc regardez, vous avez ici un produit. L'espérance du produit, c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Et ça, lorsqu'x et y ils sont indépendants. Maintenant, l'inverse. Est-ce que si vous avez cette condition-là, les deux variables aléatoires x et y, elles sont indépendantes? Oui, inversement, on a cette caractérisation. Si pour toute fonction f de O dans R et g de f dans R, mais regardez, toute fonction et qui sont bornées, on a l'espérance du produit, si le produit d'espérance, alors x et y ils sont indépendants. Et faites attention, c'est pour toute fonction. Ce n'est pas seulement un cas simple, ou bien un exemple. C'est pour toute fonction f et g qui sont bornées. Vous avez l'espérance du produit, si le produit d'espérance, alors on peut dire que x et y ils sont indépendants. Regardez ici. Si x et y ils sont indépendantes, alors l'espérance de ce produit, c'est le produit d'espérance. Pourquoi? Il suffit de prendre ici f, c'est quoi? C'est l'identité. Voilà, fx égale à x. La même chose, on prend g, c'est l'identité. G de y égale à y. Donc si x et y ils sont indépendantes, alors l'espérance du produit, c'est le produit d'espérance. Mais faites attention, si vous avez maintenant l'espérance de x et y égale l'espérance de x fois l'espérance de y, ça ne veut pas dire, ou bien en général, on ne peut pas affirmer, ou bien confirmer que x et y sont indépendantes. Donc faites attention. Mais si vous avez l'espérance de ce produit-là, qui dépend de f et g, égale le produit des espérances, sachant que pour toutes f et g qui sont bornées, j'ai cette condition, alors dans ce cas, je peux dire x et y, ils sont indépendants. Donc regardez, pour toute fonction bornée, c'est pas comme ici. Ici, on a donné un exemple. F, c'est l'identité et G, c'est l'identité. Et donc, je ne peux pas dire, d'après cette égalité, que les deux variables aléatoires sont indépendantes. Le sens direct, oui, je l'ai. Si x et y sont indépendantes, alors j'ai cette égalité. L'espérance des produits, c'est le produit d'espérance. Mais faites attention. Si j'ai cette égalité, ce n'est pas nécessaire que x et y sont indépendantes. Et effectivement, on va voir un contre-exemple dans le TD. Alors la preuve de ce théorème-là, ou bien je vais donner une esquisse de preuve. Donc voilà, un résumé de preuve. Et la preuve, effectivement, elle est basée sur les lignes suivantes. Alors regardez, on doit démontrer que l'espérance des produits, c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Alors l'espérance de ce produit-là, vous avez x et y. Donc voilà, par définition, c'est quoi? Puisque vous avez x et y, deux variables aléatoires. Donc voilà, l'ensemble des valeurs ici, c'est le produit cartésien. Il y a les valeurs de x et les valeurs de y. Et je remplace ici, c'est fx, g de y, fois la probabilité de la loi. La loi ici, c'est quoi? C'est l'intersection. Grand X prend la valeur petit x, inter l'événement, grand Y, bien la variable aléatoire y, il prend la valeur petit y. Et ça, c'est comme j'ai signalé, c'est quoi? C'est une définition. Et donc, par définition, l'espérance de ce produit-là, donc voilà, on le définit de cette forme-là. Alors, regardez. Puisque les deux variables aléatoires x et y sont indépendantes, alors c'est quoi la probabilité de cette intersection? C'est le produit, voilà. C'est la probabilité de y égale petit y fois la probabilité que la variable aléatoire x, il prend la valeur petit x. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai ici une double somme, donc voilà, je vais séparer. Il y a une somme sur x de fx. Et je vais garder ici la probabilité que x égale à petit x. Et ici, entre ces deux parenthèses-là, je vais garder la somme sur les y. Qu'est-ce qu'il y a ici? G de y fois la probabilité que y prend la valeur petit y. Alors regardez, d'après ce choix des parenthèses, j'ai fait une séparation des variables. Donc voilà, j'ai gardé ici la variable x fois, j'ai gardé ici la variable y. Et ça, par définition, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance de fx.
Et encore, cette somme par définition, c'est quoi? C'est l'espérance de J de Y. Et donc, vous voyez l'intérêt fondamental de l'indépendance. On a commencé de cette définition de l'espérance de produit. On a utilisé l'indépendance pour séparer les variables et à la fin, on a trouvé le produit des espérances. Alors voilà, on va utiliser ce théorème précédent pour démontrer la proposition suivante. Si vous avez n variables aléatoires ici, de x1 jusqu'à xn, variable aléatoire discrète et indépendante. Voilà, il faut signaler sur ce terme-là. Indépendante est définie sur le même espace probabilisé oméga p de oméga p. Alors, si de plus, tous les moments d'ordre 2 de chaque variable xi existent, c'est-à-dire la variance de xi, il existe. Donc voilà, pourquoi on a donné cette condition? Le moment d'ordre 2 de xi est fini, ou bien il existe, c'est-à-dire la variance de xi, il existe. Alors dans ce cas, la variance de la somme existe. Et exactement, qu'est-ce qu'on a? La variance de la somme égale la somme des variances. Mais faites attention, on a obtenu ce résultat seulement dans le cas où les variables aléatoires elles sont indépendantes. Alors on va essayer de démontrer cette proposition-là à l'aide effectivement, comme j'ai signalé, du théorème précédent. Alors voilà la preuve. La première des choses à démontrer, il faut vérifier que la variance de la somme existe. Effectivement, il existe. Pourquoi? Regardez. Alors, on sait que le carré de cette somme, il est inférieur à n fois la somme des carrés. Et ça y est, je passe à l'espérance. Donc, l'espérance de cette somme au carré, il est inférieur à n fois la somme des espérances. Et puisqu'on a signalé que les moments d'ordre 2 de chaque variable aléatoire xi, il est fini, et dans ce cas, le moment d'ordre 2 de cette somme, il est fini. Et finalement, la variance de cette somme, elle est finie. Voilà. Pour démontrer que la variance de cette somme, elle est finie, il suffit de démontrer que le moment d'ordre 2 de cette somme, elle est finie. Et donc, voilà le moment d'ordre 2. On a ici le carré, on passe à l'espérance, inférieur ou égal à l'espérance, puisqu'on a vu un résultat dans le cours. Si vous avez une variable aléatoire qui est inférieure à une variable aléatoire, alors l'espérance de cette variable aléatoire, elle est inférieure à l'espérance de la deuxième variable aléatoire. Alors maintenant, ça y est, j'ai démontré que la variance existe, maintenant je vais la calculer. Alors c'est quoi la variance de la somme? Alors par définition, on sait que la variance d'une variable aléatoire, c'est quoi? C'est l'espérance de cette variable aléatoire, son espérance, le tout au carré. Et puisque l'espérance elle est linéaire, c'est quoi l'espérance de cette somme? C'est la somme de l'espérance. Et donc voilà, j'ai une somme ici, une somme ici, je vais garder une seule somme. Et le tout au carré. Alors maintenant, c'est quoi le carré de cette somme? Par définition, c'est simplement quoi? C'est double somme sur I et J et le produit ici. XI moins l'espérance XI fois XJ moins l'espérance XJ. Donc voilà, tout le monde connaît ça. C'est quoi la somme XI moins EXI, le tout au carré? C'est quoi? C'est double somme. Donc voilà, ici vous avez deux variables I et J. XI moins l'espérance XI fois XJ moins l'espérance XJ. Alors vous avez une espérance ici. Voilà, je vais le garder ici. Je vais le faire entrer à l'intérieur de la double somme. Maintenant, regardez. Vous avez ici une double somme lorsque I et J, tous les deux varient de 1 jusqu'au n. Qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder le cas lorsque I égale à J. Voilà, elle est là. Si I égale à J, qu'est-ce que je vais avoir ici? XI moins E de XI fois XI moins E de XI. C'est-à-dire XI moins E de XI, le tout au carré. Et c'est quoi l'espérance de XI moins E de XI, le tout au carré? C'est exactement la variance de XI. Voilà, c'est la somme des variances fois. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Puisque ici, j'ai enlevé le cas lorsqu'I égale à J. Il me reste double somme lorsqu'I et J, il varie de 1 jusqu'au n, mais I, il est différent de J. Alors, pour démontrer que la variance de cette somme égale la somme de ces variances, il suffit de démontrer que cette somme-là égale à 0. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va utiliser? L'indépendance des variables aléatoires XI. On a signalé que XI il est indépendant de XJ lorsqu'I il est différent de J. Alors regardez, puisque XI il est indépendant de XJ, alors c'est quoi l'espérance de XI moins E de XI fois XJ moins E de XJ? C'est le produit d'espérance. Donc voilà, ça c'est le théorème précédent. Il suffit d'appliquer le théorème précédent à la fonction fx égale x moins E de x. Regardez, ici vous avez f de xi. Et ici, vous avez G de XG. Et c'est quoi G? C'est exactement F. Et donc,
Dans le théorème précédent, on prend f égale à j égale x moins e de x. Et dans ce cas, je vais avoir ici f de xi fois j de xj. Alors, puisque xi et xj sont indépendantes lorsqu'il est différent de j, alors l'espérance de ce produit-là, c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Mais regardez, c'est quoi cette espérance? Xi moins e de xi. Voilà, en général. L'espérance de x moins ex, puisque l'espérance elle est linéaire, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x. Et on sait que l'espérance de x, c'est quoi? C'est l'espérance de x. Voilà. Une constante sur l'espérance, c'est elle-même. Alors je vais avoir l'espérance de x moins l'espérance de x. Ça donne 0. Et donc voilà, ce produit égale à 0. Et donc finalement, la variance de la somme, c'est quoi? C'est la somme des variances. Pourquoi? Parce que ce terme-là, il est nul lorsqu'il est différent de j. Il suffit encore de signaler une chose. Regardez, ici, je calcule l'espérance de ce produit. Mais il faut justifier que cette espérance existe. Oui, il existe. Pourquoi? Regardez. Il suffit ici d'utiliser une identité remarquable pour voir que xi moins e de xi fois xj moins e de xj en valeur absolue est inférieure à 1 demi xi moins e de xi au carré plus xj moins e de xj au carré. Ici, qu'est-ce que vous avez? Une identité remarquable. Une identité remarquable est toujours positive et donc je peux déduire facilement cette inégalité. Alors si je passe à l'espérance, donc l'espérance ici, il est inférieur à 1 demi. L'espérance ici, c'est quoi? C'est la variance. Et l'espérance ici, c'est quoi? C'est la variance. Et puisqu'on a supposé que les moments d'ordre 2 de chaque xi, il existe, et donc la variance existe. Et donc voilà, la variance ici, elle est finie, la variance, elle est finie. Et donc cette espérance-là, en valeur absolue, elle est finie. C'est-à-dire que cette espérance-là, elle est finie. Alors finalement, si les xi sont indépendantes, alors la variance de la somme, c'est quoi? C'est la somme des variances. Ça, c'est un résultat très important. Regardez pour l'espérance. C'est quoi l'espérance de la somme? L'espérance de la somme égale la somme de l'espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance, elle est linéaire. Mais la variance de la somme, attention, égale la somme des variances seulement lorsque les xi sont indépendantes. Et donc, vous voyez l'intérêt de la notion d'indépendance. Alors, fin et bon courage.